Hefner est décédé en 2017, mettant ainsi fin à une vie aussi brillante que controversée. Mais ce qui lui était lié n'a pas disparu avec les années. Les histoires sur sa villa légendaire résonnent encore. On dit que des caméras cachées y étaient installées depuis la fin des années 30. Certains compagnons de route sont convaincus que le sous-sol abritait des archives spéciales contenant des enregistrements privés. Un instrument de pouvoir silencieux qui, à proximité de Hefner, l'a aidé à maintenir son influence. Il ne s'agissait pas seulement de rumeurs. D'épais dossiers du FBI montrent qu'il a été dans le collimateur pendant des décennies et, en 2022, une vague de plaintes a suivi lorsque de nombreuses personnes ont découvert que des moments intimes de leur vie avaient été enregistrés. Pour les personnes extérieures, la villa ressemblait à un paradis de fêtes débridées, mais pour certains témoins, elle était bien plus une boîte à souvenirs qui laissait durablement un sentiment d'insécurité. Pour comprendre l'homme derrière ce mythe, il faut revenir au début. Hugh Maren Hefner est né en avril 1926 à Chicago, dans l'Illinois. Il a grandi dans une famille méthodiste stricte. Ses parents croyaient peu à l'affection ou aux gestes visibles de proximité familiale. La maison familiale était froide et rigide, un climat difficile à supporter pour tout enfant. Ces aspects ont secrètement marqué Hefner. Il aspirait à la liberté, à briser des chaînes invisibles. Déjà enfant, Hugh cherchait refuge dans la peinture. Ses dessins audacieux ne reflétaient pas seulement une imagination débordante, mais étaient aussi une protestation silencieuse contre les murs invisibles de son enfance. Plus tard, il raconta que le manque de sécurité l'avait poussé à chercher un monde ouvert où il pouvait vivre ses sentiments, tant physiquement que psychiquement. Peut-être que son parcours de vie ultérieur peut être attribué précisément à ce profond désir. Il avait un QI 2, mais ses résultats scolaires étaient seulement moyens. En classe, il ne se faisait pas remarquer, mais dans son imagination, d'autant plus. À la elementary school, il a commencé à écrire et à dessiner des bandes dessinées dans lesquelles il se mettait en scène en tant que héros dans des mondes aventureux. À 10 ans, il a subi son premier grand chagrin d'amour lorsque sa relation avec une jeune fille nommée Betty s'est brisée. Cette douleur a été l'impulsion d'une transformation. Il s'est dorénavant appelé Hef, a changé son style vestimentaire et a dessiné la série de bandes dessinées School Days, dans laquelle il représentait la période scolaire sous une nouvelle perspective. Pour la première fois, il a transformé sa souffrance personnelle en énergie créatrice. À la Steinmetz High School, il a encore davantage développé sa polyvalence. En 1943, il a fondé le journal étudiant Steinmetz Trumpet. Il y était à la fois reporter et caricaturiste, associant langue et image en une satire mordante, à la fois spirituel et stimulant. Il jouait également dans le groupe de l'école, participait à des organisations étudiantes et restait toujours actif. La douleur causée par Betty continuait de couver, mais elle le stimulait au lieu de le paralyser. Après l'obtention de son diplôme sa petite contribution à la vie scolaire est restée dans les mémoires. De nombreuses décennies plus tard, en 2010, Hefner, alors âgé de 84 ans, se souvenait encore de ce journal étudiant. Il a commencé à faire un don annuel de 7 500 $ pour permettre l'impression en couleur. Même lorsque le journal a été confronté à un débat sur la censure en 2016, il a continué à le soutenir, preuve que les souvenirs de sa période scolaire ne s'étaient jamais estompés. En juin 1944, Hugh Hefner s'est engagé dans l'armée. À Fort Hood, au Texas, il a suivi sa formation et a obtenu les meilleurs résultats avec le fusil M1. Mais il n'a jamais été envoyé au front. Grâce à ses compétences en dactylographie, il a travaillé dans un bureau du Maryland. Pour lui, une aubaine. Au lieu des bombes, il a connu le calme, a dessiné des caricatures pour les journaux militaires et a cultivé sa créativité.
Les années 1944 à 1946 ont préservé le feu artistique en lui. Hefner était convaincu que s'il avait dû se battre, le magazine Playboy n'aurait probablement jamais existé. Après sa libération en 1946, il a commencé des études de psychologie à l'Université de l'Illinois, complétées par des cours de littérature et d'art. Avec un zèle énorme, il a terminé ses études en seulement 2 ans et demi. Il y est devenu rédacteur du magazine satirique Schäft et a introduit la rubrique Koeros-Geber des Monats, coéditeur du mois. Une nouveauté provocante qui laissait déjà entrevoir le ton audacieux de sa carrière ultérieure. En 1949, il s'est inscrit à des études supérieures à la Northwestern University, mais il les a rapidement interrompues. La raison en était une dissertation controversée dans laquelle il critiquait la morale sexuelle des États-Unis. Il ne voulait pas accepter les règles, il voulait les changer. La même année, il a également suivi des cours à l'Art Institute of Chicago, où il a fusionné langue et image. En 1952, il a commencé à travailler pour le magazine Esquire avec un salaire hebdomadaire de $60. Lorsque sa demande de $5 supplémentaires a été rejetée, il a tout simplement démissionné. Une étape risquée, mais décisive. Hefner en avait assez des limites. Il a réuni $600 par le biais d'hypothèques, $8 000 auprès de 45 investisseurs et $1 000 de sa propre mère. Elle ne croyait pas entièrement au projet, mais l'a soutenu par amour. À l'origine, le magazine devait s'appeler Stark Party, mais des problèmes juridiques l'ont empêché. Ainsi est né le nom Playboy, un nouveau symbole né dans une petite cuisine où Hefner a échafaudé le rêve qui allait changer la culture pop américaine. En décembre 1953, le premier numéro de Playboy est paru. Il est intéressant de noter que Hefner n'a pas imprimé de date de parution sur la couverture. Il ne savait pas s'il y aurait un jour un deuxième numéro. Pour le lancement, il a acquis pour $500 une série de photos de Marilyn Monroe. Ces photos dataient de 1949, lorsque Monroe était encore une inconnue, loin des paillettes d'Hollywood. Marilyn Monroe n'a jamais directement collaboré avec Playboy. Oui, elle n'a même jamais rencontré Hefner personnellement, mais précisément cet instant, la photo dans le velours rouge, les yeux à moitié fermés, les lèvres légèrement ouvertes, est devenue involontairement le symbole qui a marqué le début d'un empire médiatique. Le premier numéro s'est vendu à près de 54 000 exemplaires au prix de seulement 50 cents. Un chiffre modeste, mais suffisant pour s'assurer une première place sur le marché. Hefner ne s'est pas contenté d'images, mais a intelligemment complété les magazines avec des articles sur le jazz, le sport et même une histoire de Sherlock Holmes, comme un manifeste que ce magazine devait être une combinaison d'intellect et de séduction visuelle. Aujourd'hui, un exemplaire original de ce numéro peut être estimé à plus de $100 000. Hefner a écrit lui-même le premier éditorial. Il y décrivait Playboy comme un magazine pour hommes dans lequel il devrait trouver du divertissement à travers la littérature, la mode, la musique et l'art. Après peu de temps, de grands auteurs ont commencé à collaborer avec lui. Ray Bradbury y a publié un de ses textes, ce qui a rapidement étendu la réputation du magazine. En 1955, Hefner a fait sensation en imprimant une histoire de Charles Beaumont sur un monde dans lequel les hétérosexuels étaient discriminés. Un renversement de la réalité sociale qui reflétait les injustices. Le récit a suscité l'indignation, mais Hefner l'a défendu avec véhémence. La même année, il a engagé le comédien afro-américain Dick Gregory, qu'il avait vu sur scène à Chicago. Pour Gregory, ce fut le début d'une grande carrière. À cette époque, Playboy atteignait déjà un tirage mensuel de 100 000 exemplaires, mais les difficultés ne faisaient que commencer. En 1955, la Poste américaine a tenté d'interdire le magazine, le qualifiant d'inapproprié. Hefner s'est défendu et a gagné.
Une victoire qui a ouvert à Playboy la voie de l'impression en couleur et d'une croissance rapide. Bientôt, des contributions de noms aussi connus que Vladimir Nabokov ou John Lennon ont paru. À la fin des années 50, Hefner a osé se lancer dans la télévision. En 1959, l'émission Playboy's Penthouse a démarré, mise en scène comme un cocktail privé dans son appartement, avec des invités comme Sammy Davis Jr. ou Ella Fitzgerald. Le format a brisé les tabous de l'époque en faisant apparaître des artistes noirs et blancs côte à côte, une chose que de nombreuses chaînes du sud des États-Unis évitaient encore. En 1960, le premier Playboy Club a ouvert ses portes à Chicago, immédiatement un succès. De longues files d'attente devant l'entrée, des invités payants qui désiraient y accéder. Les hôtesses en tenue de satin, avec des oreilles de lapin et des queues, sont rapidement devenues des symboles iconiques. Cependant, des règles strictes régnaient en coulisses. Le poids et l'apparence devaient correspondre aux normes, sinon des sanctions étaient encourues. En 1916 et 6 IG, le club a enregistré plus de 132 000 visiteurs en seulement 3 mois. Le réseau s'est rapidement étendu dans le monde entier à 40 clubs, de Londres à la Jamaïque. En 1962, Hefner a commencé la série d'essais Playboy Philosophy. Entre 1962 et 1965, il a écrit environ 250 000 mots sur la liberté d'expression, le droit à l'avortement et la conduite de la vie personnelle. Certains l'ont loué comme une voix de la vérité, mais les groupes féministes n'y ont vu qu'une justification de ces images de femmes. Des protestations ont suivi et d'anciennes employées ont révélé des règles strictes, parfois dégradantes, derrière la façade brillante. En 1964, Playboy est entré en bourse avec une valeur estimée à 120 millions de dollars. Hefner a conservé la majorité des actions. En décembre 1959, il avait déjà acheté une propriété de 70 pièces à Chicago pour 400 000 dollars, avec des passages secrets, des piscines en cascade et des pièces éclairées et réfléchissantes. Après son divorce, il s'y est installé et a organisé des fêtes fastueuses. Mais à côté du champagne et des sourires, il y avait aussi des histoires sombres de personnes qui se sentaient livrées à elles-mêmes. Des décennies plus tard, encore en 2022, des accusations à ce sujet ont été soulevées dans un documentaire. En 1968, Hefner a fondé Playboy Productions et a fait son entrée dans le monde du cinéma. L'un des premiers projets a été Macbeth de Roman Polanski en 1971, une œuvre sombre renforcée par la propre tragédie de Polanski après la mort de sa femme Sharon Tate. Plus tard, la société a produit plus de 20 films, dont Saint Jack en 1979. Mais plus les traces artistiques étaient importantes, plus les ombres qui accompagnaient l'Empire grandissaient également. Dans sa vie privée, Hefner a eu une vie amoureuse changeante. En 1949, il a épousé Millie Williams, qu'il avait rencontrée à la Northwestern University. Après 10 ans, en 1969, le mariage a échoué. Ils ont eu 2 enfants, Christy en 1952 et David en 1955. Ensuite, Hefner s'est plongé dans le style de vie luxueux de la Chicago Villa, accompagné d'aventures qui ont fait de lui une icône culturelle. En 1968, il a rencontré Barbie Benton, alors âgée de 18 ans et actrice dans Playboy After Dark. Leur relation a duré jusqu'en 1976. C'est elle qui l'a encouragé à acheter la propriété de Holmby Hills, la future Playboy Mansion, mondialement connue. En 1958, Hefner a subi un accident vasculaire cérébral qui l'a contrainte à lever le pied. 4 ans plus tard, il a épousé Kimberly Conrad, un mannequin de 30 ans sa cadette. Ils ont eu 2 fils, Marston en 1990 et Cooper en 1991.
Mais à partir de 1998, ils ont vécu séparément. Le divorce a été prononcé en 2010. En 2012, Hefner a épousé Crystal Harris, alors âgée de 26 ans, le soir du Nouvel An. Dans ses mémoires publiés en 2024, elle a décrit le mariage dans la villa comme strictement contrôlé et contraignant, tout à fait différent de la façade glamour. Outre ces mariages, des tragédies ont ébranlé son entourage. Au milieu des années 70, son assistante proche, Bobby Arnstein, est décédée alors qu'elle était impliquée dans une enquête sur la drogue. En 1980, Dorothy Strutton, Playmate de l'année, a été assassinée à seulement 20 ans. Une ombre sombre dans l'histoire de Playboy. Au cours des décennies suivantes, de plus en plus d'anciennes employées, d'anciennes partenaires et de témoins ont formulé des accusations concernant des expériences négatives dans la villa. Des documents et des films ont repris ces accusations et ont définitivement fait de l'image de Hefner un héritage controversé. Même son médecin personnel, Mark Saginor, aurait été lié aux soi-disant maisons secrètes dans les années 70 et 80. Sa fille a raconté plus tard un monde plein d'énigmes et de controverses. Certains ont spéculé que Hugh Hefner et son médecin avaient une relation plus complexe qu'une simple amitié. Les maisons secrètes que le médecin gérait ont également fait l'objet de discussions après que des accusations ont été formulées selon lesquelles des activités opaques s'y déroulaient. De nombreux détails n'ont été révélés que lors des enquêtes des années 80. Retour en 1971. Hefner a acheté une ancienne villa de style néo-gothique construite en 1927 et l'a transformée en Playboy Mansion, un symbole de la décadence de toute une époque. À l'intérieur, il y avait une piscine, des grottes artificielles avec cascades, des passages secrets et même un petit zoo. Dans les années 80, une salle de sport et des bancs solaires ont été ajoutés. Après des décennies de fêtes, la villa s'est dégradée et, en 2016, Hefner l'a vendue pour 100 millions de dollars. Il a toutefois été autorisé à y vivre jusqu'à sa mort en 2017. Dans le secteur de l'édition, Playboy a atteint son apogée en novembre 1972 avec plus de 7 millions d'exemplaires par numéro. La revue fascinait non seulement par ses images, mais aussi par des interviews de personnalités telles que Martin Luther King Jr., John Lennon et même le candidat à la présidence Jimmy Carter, qui a fait sensation en 1976 avec une remarque. Hefner a également tenté sa chance dans d'autres secteurs. En 1971, il a fondé le label Playboy Records, sur lequel sa petite amie Barbie Bendon a publié de la musique et a même connu un succès en 1975. En 1951, il a ouvert un casino à Atlantic City, qui a toutefois dû refermer ses portes en 1984 en raison de problèmes de licence. Une coupure qui a affaibli la marque Playboy. Dans les années 90, les tirages ont baissé, mais sous la direction de sa fille Christy Hefner, l'entreprise s'est rapidement tournée vers Internet. En 1984, Playboy.com a été lancé, suivi en 1995 par le Playboy Cyber Club, et en 2011, même une archive complète est apparue pour l'iPad, malgré les directives strictes d'Apple. Christy a été PDG depuis 1988 et a mené Playboy à travers des temps difficiles. Hefner lui-même s'est retiré dans le domaine créatif. En 2005, il est revenu à la télévision avec la série de télé-réalité The Girls Next Door, qui montrait sa vie avec 3 de ses partenaires de l'époque. L'émission a duré 6 saisons et a attiré des millions de téléspectateurs, mais certains participants ont rapporté plus tard que leurs expériences étaient différentes de la représentation télévisée. Même dans sa vie privée, les choses sont restées turbulentes. En mars 1985, à l'âge de 59 ans, Hefner a subi un léger accident vasculaire cérébral. L'événement l'a fait réfléchir à son style de vie. Il a ensuite vendu son avion privé Big Bonnie, un symbole de son luxe depuis 1969. L'appareil était équipé d'un mini-cinéma, d'un espace discothèque
et d'un équipement noble pour 16 invités, peint en noir, avec le logo Playboy. La vente était considérée comme un signal que Hefner voulait ralentir sa vie. À plus de 80 ans, il a déclaré publiquement « Je vis maintenant plus sainement, j'ai arrêté de fumer et je veux me reposer ». Néanmoins, il continuait à apparaître régulièrement lors de fêtes nocturnes. Une contradiction qui a fait douter beaucoup de gens qu'il s'agissait de plus qu'une simple auto-persuasion. Parallèlement, l'Empire est entré en crise. Les casinos aux États-Unis et en Grande-Bretagne ont fermé leurs portes. Les finances se sont réduites. En 2016, des rumeurs ont circulé sur la santé de Hefner. Certains disaient qu'il avait beaucoup vieilli et qu'il se comportait bizarrement. En juin de cette année-là, la grande nouvelle est tombée. La Playboy Mansion a été vendue pour 100 millions de dollars. L'acheteur était Darren Metropolos, âgé de 32 ans, fils d'un magnat de l'alimentation. La clause la plus surprenante était la suivante. Hefner était autorisé à rester dans la villa jusqu'à sa mort. L'entreprise payait pour cela environ 1 million de dollars de loyer par an. Pour beaucoup, c'était un signal. L'Empire du Lapin était au bord du gouffre et son maître se retirait presque complètement dans sa vie privée. Le 27 septembre 2017, Hugh Hefner est décédé à l'âge de 91 ans dans cette même villa qui avait été le centre d'innombrables fêtes. Officiellement, la cause du décès était une infection grave avec des complications. Il est décédé entouré de sa famille, mais les controverses n'ont pas pris fin avec sa mort. Sa dernière demeure a fait l'objet de nombreuses discussions. Dès 1992, Hefner avait payé 75 000 dollars pour acheter la tombe juste à côté de Marilyn Monroe, la femme qui était apparue sur la couverture du premier numéro de Playboy en 1953. Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Pour beaucoup, cette décision ressemblait à une obsession, une tentative d'associer son héritage à un symbole, même si elle ne l'avait jamais voulu. En 2022, le documentaire Secrets of Playboy est sorti et a de nouveau fait la une des journaux à propos de Hefner. Le film a révélé des histoires inconnues, y compris des déclarations de sa troisième épouse, Crystal Harris. Elle a raconté « Hefner se montrait souvent faible et malade pour la retenir. Dans ses mémoires de 2024, elle a décrit des règles strictes concernant l'apparence, le style de vie et le déroulement de la journée, une vie pleine de contrôle et d'étroitesse. De nombreuses autres femmes qui faisaient partie du monde de Playboy ont confirmé des choses similaires et ont rendu l'héritage de Hefner encore plus controversé. Parallèlement, ses contributions à la société et à la culture ne peuvent être niées. En 2010, il a fondé la H.M. Hefner Foundation, qui a mis à disposition des millions de dollars pour la conservation des films, l'éducation et surtout la liberté d'expression, un idéal auquel il est resté fidèle toute sa vie. La Fondation décerne encore aujourd'hui des prix annuels à des personnes qui défendent le premier amendement de la Constitution. Hefner a également soutenu l'Université de Californie du Sud, a financé un centre de censure de films et a même fait des dons pour la recherche sur la maladie de Lyme, dont Crystal était atteinte. Certains y voient une tentative de se racheter en quelque sorte ou de redéfinir l'image que le public a de lui. Pendant des décennies, son nom a été associé à des images de fêtes, de luxe et de scandales. Mais à côté de toutes ces controverses, il restait aussi la trace d'un homme qui savait comment construire une marque, d'un rêveur qui a défié les normes sociales et d'un vieil homme qui, à la fin de sa vie, espérait que ses contributions à la communauté resteraient dans les mémoires. Même la célèbre villa dans laquelle il vivait recelait d'innombrables secrets. Construite dans le style néogothique en 1927 par l'architecte Arthur A. Kelly, elle disposait d'une cave à vin secrète à l'époque de la Prohibition. Après que Hefner l'ait achetée en 1971, il a transformé cet espace en archive pour les documents et les enregistrements personnels. Dans une interview accordée à Vanity Fair en 2011,
Il s'est même vanté. De nombreux passages souterrains, des salles de réception et même une salle de sport ont été ajoutés dans les années 70. Certaines rumeurs disaient que des tunnels secrets reliaient la villa aux maisons de stars hollywoodiennes célèbres. Vrais ou non, ces détails ont contribué à la légende de la Playboy Mansion, un lieu à la fois somptueux et mystérieux, symbole de la brillance et de l'ombre dans la vie de Hugh Hefner. L'un des secrets les plus controversés concernant Hugh Hefner partait directement de la Playboy Mansion. À l'origine, il ne s'agissait que d'une salle de sport, mais selon les déclarations de plusieurs témoins, l'endroit a rapidement pris une autre dimension. Des caméras, des pièces cachées et des enregistrements qui n'ont jamais été publiés. D'anciens employés ont rapporté que des milliers de bandes vidéo étaient stockées dans des coffres-forts à la cave. Pour eux, ces bandes n'étaient pas seulement des souvenirs de fêtes, mais des capsules temporelles qui révélaient une face inconnue du monde créé par Hefner. En 2022, de tels détails ont été révélés dans la série documentaire Secrets of Playboy et ont secoué le public. L'ex-petite amie de Hefner, Sandre Théodore, a même affirmé que les enregistrements avaient été utilisés pour contrôler les autres. Dans les années 80, la cave de la villa a été agrandie avec des pièces secrètes supplémentaires. Certains pensaient qu'elles avaient servi à des plaisirs privés, voire à des pratiques douteuses de la haute société de l'époque. C'est ainsi que les rumeurs sont nées. N'était-ce qu'un archive de souvenirs ou un instrument de pouvoir? Certains témoins ont rapporté que dans les coffres-forts, à côté des bandes vidéo, se trouvaient également des documents top secrets, dont d'anciens dossiers du FBI sur Hefner. En fait, on a trouvé plus tard un dossier de 55 pages qui prouvait qu'il avait été étroitement surveillé à la fin des années 50, lorsque Playboy était soupçonné de violation des lois sur les publications. En 1963, Hefner a dû comparaître devant le tribunal, mais il a gagné le procès. Il y avait même des notes à Jade Edgar Hoover avec des instructions d'écoute. Très tôt, sa vie a été un combat entre la liberté d'expression et les limites juridiques. Même après la mort de Hefner en 2017, la vague ne s'est pas arrêtée. En 2018, l'ancien mannequin Suzy Krabacher a poursuivi la succession. Elle a affirmé avoir été victime d'un incident en 1980 qui a été enregistré sur une bande de la cave. Dans les années suivantes, d'autres plaintes ont suivi, dont une action collective avec des demandes à 2 chiffres en millions. Beaucoup se sont terminés par des règlements extrajudiciaires, mais le retentissement est resté. Pour les personnes extérieures, la cave de la Playboy Mansion n'était qu'un détail architectural datant de 1927 avec des murs de pierre massifs et des arcs brisés dans le style du Gothic Revival. Pour ceux qui ont franchi ces portes, c'était cependant un univers parallèle, où la brillance superficielle masquait des secrets cachés. Ce sont précisément ces révélations qui ont conduit le public à avoir une vision ambivalente de l'héritage de Hugh Hefner. D'une part, il était le créateur d'une marque mondiale. D'autre part, il était accusé d'abus de pouvoir. D'une part, il était considéré comme un pionnier de la liberté d'expression. D'autre part, il a été critiqué pour les aspects sombres qui se cachaient derrière le glamour, tout comme la villa avec ses passages sinueux, une construction faite de lumière et d'ombre. La vie de Hugh Hefner était un miroir à 2 faces. D'un côté, un homme qui a défié les conventions et créé un empire mondial du divertissement. De l'autre, un homme dont l'entourage était assombri par des accusations, des doutes et des tragédies. Des questions qui sont restées sans réponse, même après sa mort. Peut-être que chacun de nous a son propre regard sur cet homme, un symbole, une figure controversée ou simplement un être humain avec de la lumière et de l'obscurité dans sa vie. Et vous, comment voyez-vous Hefner? Était-il un visionnaire audacieux ou simplement quelqu'un qui a utilisé le glamour pour masquer des vérités? Écrivez votre opinion dans les commentaires. Si cette histoire vous a plu,
N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo. Car les prochains épisodes révéleront encore de nombreuses facettes cachées de l'histoire, de la culture et des personnes.